La nuit était froide à Paris, le ciel voilé d'une épaisse couche de nuages qui masquait la lune. Dans la luxueuse salle, illuminée par des lustres en cristal et ornée de tableaux d'artistes renommés, la vente aux enchères allait commencer. Aux tables étaient occupés des visages familiers, l'élite parisienne, tous impatients d'acquérir les pièces rares et exceptionnelles qui allaient être mises aux enchères. Parmi les invités, l'un d'eux se distinguait plus que les autres. Antoine Duvalin, homme d'affaires prospère, riche et d'une arrogance insoutenable. Son regard hautain semblait scruter chaque personne présente, comme s'il considérait chacun comme une simple pièce sur un échiquier. Il était de ceux qui pensaient qu'avec son argent, il pouvait tout conquérir, n'importe qui. Mais ce soir-là, Antoine allait rencontrer quelqu'un qui ne serait pas impressionné par sa richesse. De l'autre côté de la pièce, dans le coin le plus sombre, un garçon observait attentivement. Jules, 15 ans, vêtu de vêtements simples et délavés, le visage pâle et l'air concentré, semblait déplacé dans ce cadre luxueux. Pourtant, sa présence n'était pas fortuite. Jules n'avait pas d'argent, mais il possédait quelque chose qu'Antoine n'aurait jamais pu imaginer. La détermination d'un jeune homme prêt à se battre pour ce qui lui appartenait, à lui et à sa famille. Son regard fixé sur l'objet mis aux enchères, un vieux tableau d'un maître de la Renaissance, dernier héritage de sa grand-mère, montrait que l'enjeu dépassait la simple valeur matérielle de l'objet. Pour lui, il représentait une occasion unique de changer de vie, de sauver sa mère d'un sombre destin, de rembourser enfin les dettes qui pesaient sur sa maison. Antoine, assis à la table des acheteurs, jeta un regard condescendant au garçon. Il laissa échapper un petit rire, amusé par ce qui semblait être une plaisanterie. « Qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin? Il n'a même pas de quoi s'acheter un croissant, » pensa-t-il. Mais quelque chose dans la posture de Jules, ferme et inébranlable, attira l'attention d'Antoine. Dans un geste de dédain, il leva la main et, avec un sourire sarcastique, lança les enchères pour le tableau. Jules observa, imperturbable. À chaque offre d'Antoine, le garçon surenchérit, défiant la logique du pouvoir que détenait l'homme d'affaires. Lorsque le prix atteignit son apogée, les murmures dans la salle s'intensifièrent. Mais l'attention ne portait pas seulement sur le prix de l'œuvre d'art. Elle résidait dans le bras de fer qui se jouait entre eux. Le riche homme d'affaires se retrouvait confronté à un garçon sans ressources, une situation inédite pour lui. Le commissaire-priseur a annoncé le prix final. L'objet a été vendu pour Jules, pour la somme de 2 millions d'euros. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Antoine, abasourdi, observait le garçon avec un mélange d'incrédulité et de colère. Mais il se reprit vite, esquissant un sourire moqueur. Homme d'affaires habitué à tout maîtriser, il ne pouvait croire qu'un garçon aussi naïf puisse lui faire une offre qu'il ne pouvait refuser. Jules, quant à lui, ne se laissa pas griser par l'euphorie de la victoire. Il savait que le véritable défi allait commencer. Il ne disposait pas de 2 millions d'euros, mais sa volonté d'y parvenir était plus forte que n'importe quel obstacle financier. Et la vente aux enchères d'un tableau de la Renaissance ne serait que la partie émergée d'un iceberg de conflits et de révélations qui repousserait les limites du possible. Ce qui semblait n'être qu'une simple vente aux enchères d'art s'est rapidement révélé être le théâtre de tensions bien plus importantes. Jules, n'était pas le garçon ordinaire que tout le monde imaginait. Son histoire était marquée par des combats silencieux, menés chaque jour dans les rues de Paris, dans les ruelles et les recoins des quartiers périphériques où l'argent est rare et l'espoir peu nombreux. Il vivait avec sa mère dans un petit appartement du 18e arrondissement, aux portes de Montmartre, et la vie ne lui offrait guère de perspective. L'héritage de sa grand-mère défunte était son seul bien précieux, et le tableau était plus qu'une simple œuvre d'art. C'était son unique chance de changer son destin. S'il a réussi à acquérir ce tableau, malgré le manque de moyens, ce n'était pas seulement grâce à son courage, mais aussi grâce à quelque chose de plus profond, son don pour que les autres sous-estiment ses intentions. À côté de Jules,
Dans le public de la vente aux enchères se trouvait Sophie sa mère, une quadragénaire, travaillait sans relâche et luttait pour maintenir sa famille unie malgré les difficultés financières. Jamais elle n'aurait imaginé que les efforts de son fils puissent aboutir à un tel destin. Elle savait que Jules devait tenter une aventure audacieuse, mais elle ne croyait pas qu'il fût vraiment capable de défier un géant comme Antoine Duval. Au fond d'elle, elle craignait pour la sécurité de son fils, car elle se voyait plongée dans un monde dangereux, bien loin de sa modeste réalité. Mais à chaque pas que Jules faisait, elle s'éloignait un peu plus de sa propre vision de la sécurité et se rapprochait d'un avenir incertain. De l'autre côté de la pièce, Antoine Duvalil l'observait attentivement, comprenant déjà que le garçon, même sans argent, possédait quelque chose qu'il ne pouvait acheter. Audace, la vision du monde d'Antoine était limitée par le solde de son compte en banque et la suffisance que lui procurait le pouvoir. Il ne comprenait pas comment quelqu'un d'aussi simple pouvait être si audacieux, et cela le troublait profondément. Toute sa vie, il s'était entouré de gens qui l'admiraient et lui obéissaient, sans jamais remettre en question ses ordres ni ses décisions. Au début, il avait pris Jules pour un plaisantin, mais à présent, le garçon était devenu une menace, une chose à laquelle Antoine n'était pas habitué. Malgré son sentiment de supériorité, Antoine nourrissait aussi ses propres insécurités. Issu d'une famille aisée, il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, mais il n'avait jamais su ce que signifiait vraiment désirer quelque chose. Son succès professionnel, bien qu'apparent, masquait une vie de vide affectif, marqué par l'absence de relations authentiques. Il n'avait jamais connu la vulnérabilité jusqu'à présent. Pendant ce temps, chez lui, contexte culturel français, elle s'est déroulée avec sa propre lutte des classes, son système de valeurs profondément ancré dans les inégalités économiques et sociales. L'art a toujours été un symbole de statut social dans la société française, et la vente d'un tableau de maître de la Renaissance n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi de prestige. Méritait à ce propos qui avait le droit de posséder ce qui était considéré comme un héritage historique. Pour Antoine, ce n'était qu'un symbole de pouvoir de plus. Pour Jules, c'était l'occasion d'accomplir bien plus qu'une simple peinture. Il y voyait la possibilité de se prouver, ainsi qu'au monde, que sa vie pouvait être différente. La salle, avec ses murs ornés d'art classique et son mobilier luxueux, ressemblait à une caverne dorée, mais à l'intérieur, les véritables batailles se livraient dans l'esprit de Jules et d'Antoine. Le garçon n'était pas là seulement pour remporter l'enchère, mais pour démontrer quelque chose de bien plus important, que le destin n'est pas seulement écrit par les riches, mais aussi par ceux qui ont le courage de se battre pour lui, quelles que soient les circonstances. La victoire de Jules, le son de la vente aux enchères, résonna comme le tonnerre dans la salle. Lorsque le marteau du commissaire-priseur s'abattit enfin et que l'objet fut officiellement vendu, la surprise s'empara des personnes présentes. Le public, qui jusque-là avait observé l'événement avec une curiosité détendue, était sous le choc. Antoine, insensible à la honte, affichait un sourire dédaigneux, espérant que le garçon serait démasqué d'une manière ou d'une autre. Il savait que l'argent n'apparaîtrait pas. Il savait que Jules n'avait aucun moyen de payer un prix aussi exorbitant. Le commissaire-priseur, ne sachant comment réagir, hésita un instant. Mais Jules, avec une assurance qui surprit tout le monde, se leva calmement et se dirigea vers le centre de la salle, les yeux fixés sur le millionnaire. « Je paierai la somme », il le dit d'une voix ferme qui ne laissait transparaître aucun doute. Il avait déjà envisagé toutes les possibilités, et son esprit était vif et perçant. Dans ses yeux innocents et déterminés, Antoine perçut quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué chez ses propres enfants, une lueur d'intelligence pure, et peut-être même une forme de courage qui lui faisait défaut. Un instant, le millionnaire crut que tout cela faisait partie d'un stratagème. « Où vas-tu trouver l'argent, gamin ?» demanda-t-il d'une voix chargée de mépris, mais sans la confiance absolue qu'il avait affichée quelques instants auparavant. Jules n'hésita pas. « J'ai une proposition, » dit le garçon, les yeux brillants.
Je vous propose un marché. Si vous ne pouvez pas payer, vous gardez le tableau. Mais si je tiens ma promesse, la victoire sera mienne. » Le silence retomba dans la pièce. Les murmures reprirent de plus belle. Mais cette fois, ils n'exprimaient plus la surprise, mais l'attente. Antoine se sentait interpellé, mais aussi intrigué. Comment ce garçon si simple, sans ressources apparentes, pouvait-il avoir une telle assurance? Jules Sille expliqua alors son plan. Il avait infiltré le monde des ventes aux enchères et la haute société non seulement pour acquérir cette pièce, mais aussi pour obtenir quelque chose de bien plus précieux, une alliance stratégique avec des investisseurs et des collectionneurs influents, des personnes capables de l'aider à tenir sa promesse et à sauver sa famille. Il avait étudié les transactions financières d'Antoine et connaissait les failles du système, les points d'entrée où il pouvait s'infiltrer et conclure un accord avantageux. Au fond, Jules ne voyait pas l'argent comme un obstacle, mais comme un outil qu'il savait manier. Antoine était sans voix. Il ne comprenait pas vraiment à quoi jouait le garçon, mais sa confiance, alliée à l'idée d'être ainsi provoqué, commençait à le troubler. Il aurait très bien pu congédier le garçon, mais quelque chose en lui le poussait à poursuivre ce jeu de mots et de promesses. Et surtout, il commençait à ressentir qu'il avait besoin de quelque chose qu'il ne pouvait acheter. La preuve de sa propre vulnérabilité, peut-être. Le rapport de force entre eux, jusque-là profondément inégal, commençait à s'estomper. Le conflit couvait, et bien qu'Antoine eût encore les moyens financiers d'écraser Jules à tout moment, le garçon, de son côté, commençait à inverser la tendance. Tous deux savaient que cette vente aux enchères ne se résumait pas à un simple objet, mais qu'il s'agissait d'un jeu psychologique et émotionnel qui transcendait toute valeur matérielle. Bien que Jules ait contesté l'ordre établi, le véritable conflit ne résidait pas dans l'acquisition ou la perte de l'œuvre d'art, mais dans ce que chacun représentait au sein de la société. Antoine, l'homme d'affaires invincible qui se croyait capable de tout acheter, était contraint d'affronter ses propres insécurités. Quant à Jules, le garçon pauvre, il était poussé à se battre pour un avenir qu'il pouvait à peine concevoir, mais qu'il commençait paradoxalement à bâtir grâce à sa force de volonté et à son intelligence. La tension montait lors de la vente aux enchères. L'agitation régnait dans la salle. Le commissaire-priseur, inquiet de la situation, souhaitait débloquer la situation au plus vite. Mais avant qu'une décision puisse être prise, Sophie, la mère de Jules, se leva. Jusque-là, spectatrice silencieuse, elle sembla enfin comprendre ce que faisait son fils. Elle s'approcha d'Antoine, le visage marqué par les luttes et les souffrances quotidiennes de la vie, et dit avec un calme surprenant, « Il paiera. Et quand il paiera, il aura plus qu'un tableau, il aura un avenir. Et vous aurez quelque chose que l'argent ne peut acheter, l'humilité. » Antoine regarda Sophie, découvrant pour la première fois la femme derrière ce garçon. Il l'avait sous-estimée, comme tout ce qui concernait l'enfant. À présent, pour la première fois, il ressentit quelque chose d'inattendu, le poids de l'humilité. Et presque imperceptiblement, un doute commença à germer en lui. La tension entre Jules et Antoine Laffaire était loin d'être résolue. Mais au fur et à mesure que le jeu se déroulait, d'autres strates de l'histoire ont commencé à se former, révélant des intrigues secondaires qui entremêlaient les destins des deux personnages de manière inattendue. Alors que le jeune Jules était déterminé à tenir sa promesse, quelque chose d'autre se tramait dans la vie de sa mère. Sophie, la femme qui paraissait si forte et résolue, était en réalité au bord de l'effondrement. Elle gardait les apparences pour son fils, mais sa santé commençait à se détériorer sous l'effet du surmenage et du stress constant lié aux dettes familiales. Sophie, qui avait toujours été le pilier de Jules, se sentait désormais affaiblie, et sa force de caractère était de plus en plus mise à l'épreuve par la pression. Ce qu'elle ignorait, c'est que, dans l'ombre de son combat silencieux, la véritable bataille allait commencer, et qu'elle ne pourrait plus protéger son fils comme auparavant. Jules, de son côté, commençait à prendre conscience de la fragilité de sa mère, mais il ne pouvait lui apporter le soutien dont elle avait si désespérément besoin.
Il était absorbé par son propre plan pour sauver la maison et sa famille, sans se rendre compte que Sophie prenait ses distances, inquiète de la rapidité avec laquelle le garçon mûrissait, en partie à cause de la pression qu'elle exerçait sur lui. Elle savait ce qu'il faisait, elle savait qu'il prenait des risques, mais elle craignait qu'il ne s'engage sur une voie qui, à terme, pourrait anéantir sa jeunesse et ses rêves. Parallèlement, la relation entre Antoine et ses associés, la situation, commençait à se dégrader. Antoine avait toujours été le chef de ce cercle influent, celui qui prenait toutes les décisions et contrôlait les affaires et l'art comme s'il s'agissait d'un simple jeu. Cependant, une série de mauvaises décisions commençait à s'accumuler. Il perdait progressivement le contrôle de ses entreprises. Ses partenaires, autrefois fidèles, commençaient à remettre en question ses choix. Et même lors de la vente aux enchères, la pression montait. S'il perdait cette affaire, Jules, c'était peut-être le premier signe de son déclin. La peur de l'échec le rongeait, et cela le rendait encore plus insupportable aux yeux des autres. De retour dans la salle des ventes, l'idée que Jules des rumeurs commencèrent à circuler, laissant entendre qu'il tramait quelque chose de plus important. On murmurait que le jeune homme s'associait à d'autres investisseurs qui comptaient utiliser l'art pour lancer un mouvement susceptible de contester la mainmise d'Antoine sur le marché. Des personnalités influentes du monde de l'art et de la haute société commençaient à s'intéresser à Jules non plus comme à un garçon sans ressources, mais comme à quelqu'un capable de bouleverser l'équilibre des pouvoirs en brisant les structures traditionnelles avec une audace rare. Cependant, Jules savait que sa plus grande menace ne venait pas du millionnaire. Il ne se battait pas seulement pour remporter l'enchère ou acquérir le tableau. Son pire ennemi était le système même qui dominait l'économie, le contraignant à des choix impensables et à des sacrifices, parfois sans même s'en rendre compte, pour une liberté qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Antoine, sous le poids des tensions accumulées, il se sentait de plus en plus pris au piège d'un dilemme moral grandissant. Malgré son désir ardent de conserver la victoire, il ne pouvait plus ignorer l'intelligence et la ruse de Jules. Le garçon ne menaçait pas seulement son argent, il menaçait son identité et son mode de vie. Antoine sentait que s'il laissait faire, Jules même, s'il remportait cette bataille, il perdrait bien plus qu'un tableau. Il perdrait confiance en sa propre force, en l'image d'invincibilité qu'il s'était forgée au fil des ans. Parmi ces interactions, une dernière intrigue secondaire importante commença à se dessiner. Le jeu psychologique entre Jules et Antoine Seux n'était plus une simple querelle autour d'un objet de valeur. Chacun était devenu pour l'autre l'incarnation d'un monde possible. Jules représentait la rupture avec l'ordre établi et l'exclusivité, la force du peuple osant défier les puissants. Antoine, quant à lui, incarnait le risque de tout perdre, la faillite non seulement de son entreprise, mais aussi de sa propre vision du monde. Ce qui n'était auparavant qu'une dispute insignifiante autour d'un tableau, s'était mué en une lutte pour l'avenir et l'identité de chacun. Cependant, quelque chose allait encore se produire. Impression du temps, le délai de paiement pour la pièce approchait, et Jules et Antoine savaient qu'une décision finale devait être prise rapidement. Les voies qui s'offraient à eux menaient non seulement à une fin immédiate, mais pouvaient aussi changer le cours de leur vie à jamais. Le temps pressait. La tension était palpable, comme si l'échéance s'accélérait vers un point irréversible. La vente aux enchères touchait à sa fin et le tableau qui symbolisait désormais bien plus qu'une simple œuvre d'art allait être attribué à un acquéreur. Le combat mental et émotionnel entre les deux camps était intense. Jules Antoine, il atteignait son apogée. Jules savait qu'il était parvenu à ce stade grâce à sa détermination sans faille, mais il savait aussi que la situation devenait de plus en plus périlleuse. Il n'avait pas l'argent pour payer le tableau, et le temps pressait. La pression qu'il subissait se lisait sur son corps, muscles tendus, sueur ruisselant sur son front. Son regard était fixé sur la toile, mais son esprit s'agitait, cherchant une solution, une issue inattendue à ce dilemme. Antoine, de son côté, commençait déjà à comprendre que la donne avait changé. L'arrogance initiale qu'il avait éprouvée envers le garçon s'était muée en un mélange de désespoir d'adrénaline.
Le jeune homme n'avait pas seulement contesté sa richesse et son autorité, mais lui montrait, d'une certaine manière, que sa vision du monde s'effondrait. Ce qu'il croyait juste, le pouvoir de l'argent, était mis à l'épreuve. Et le plus inquiétant, c'est que il ne savait pas comment l'arrêter. À ce moment-là, le point tournant s'est arrivé. Une personne inattendue est entrée en scène. Émilie, l'une des collectionneuses les plus influentes du marché de l'art français. Connue pour sa froideur et son pouvoir au sein des plus hautes sphères de la société, elle aborda Jules. Il la reconnut immédiatement. Elle n'était pas une simple collectionneuse, elle avait des liens directs avec certains des investisseurs les plus puissants que Jules avait identifiés lors de ses recherches. La jeune femme, d'une voix presque inaudible, demanda « Vous ne pensez pas que ce soit plus qu'une simple vente aux enchères, n'est-ce pas ?» Jules, sans hésiter, répondit « Il ne s'agit pas seulement du tableau. Il s'agit de l'avenir dont ma mère et moi avons besoin. » Il savait que cette conversation pouvait tout changer. Émilie, qui jusqu'alors s'était contentée d'observer de loin, décida d'intervenir directement dans le jeu. Elle fit une proposition audacieuse à Antoine. « Si vous perdez, l'œuvre, comme toujours, vous appartiendra. Mais si Jules l'emporte, nous aurons une opportunité bien plus importante, impliquant un réseau d'investisseurs que nous pourrons constituer, quelque chose d'inimaginable. Et Antoine, je suis sûr que vous regretterez de ne pas être avec nous. » La proposition d'Émilie apporta un rebondissement inattendu. Antoine, qui s'était toujours senti invincible, se retrouvait désormais dans une situation où perdre la vente aux enchères pouvait avoir des conséquences bien plus dévastatrices qu'une simple défaite. Il risquait de perdre son influence dans le monde de l'art, son réseau de contacts, et peut-être même la confiance de ses propres investisseurs. Il était confronté à une situation qu'il n'avait jamais imaginée, la véritable vulnérabilité du pouvoir. Voyant que la situation dégénérait, Antoine prit une décision risquée. Il se leva brusquement, interrompant la discussion, et fit une dernière proposition. « J'achèterai le tableau, et je paierai le double du prix. Mais toi, Jules, tu devras payer un prix bien plus élevé. » L'atmosphère devint tendue face à cette menace, un coup final d'Antoine pour reprendre le contrôle. Jules, avec un calme inattendu, elle regarda Antoine droit dans les yeux et répondit « Je ne suis pas toi. On ne peut pas acheter un avenir, Antoine. Il faut le gagner. » C'était une réponse simple, mais empreinte d'une force qui semblait jaillir des profondeurs de son être. Le silence se fit dans la pièce. Tournant s'était clair. Le différend ne portait plus sur le tableau ni sur l'art en soi. Il s'agissait de savoir qui définirait que signifiait avoir du pouvoir, du contrôle et le droit d'écrire sa propre histoire. La proposition d'Émilie offrait à Antoine une chance de préserver ce qui restait de son empire, mais la position de Jules lui montra que la véritable force ne résidait pas dans l'argent. Il ne s'attaquait pas seulement aux millionnaires, il s'attaquait à un système tout entier, à une structure de pouvoir qui maintenait les gens prisonniers de l'illusion que l'argent pouvait déterminer l'avenir de chacun. Et là, dans ce moment de tension extrême, le sort des deux hommes allait se décider. L'air était lourd, et le silence dans la salle des ventes s'étendait comme une ombre pesante. Jules n'avait pas cédé à l'offre d'Antoine. Il avait refusé simplement et directement. Mais sa décision provoqua une réaction dont les répercussions se feraient sentir bien au-delà de cette salle luxueuse. Les mots qu'il prononça n'étaient pas seulement un acte de résistance, mais une déclaration de guerre contre un système qui l'opprimait. Antoine, celui qui, jusqu'à cet instant, semblait avoir tous les atouts en main, se retrouva à la croisée des chemins. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Jules, le garçon misérable, le simple vendeur de fleurs, venait de le provoquer d'une manière si inattendue et directe que son ego en fut blessé. Antoine savait qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Son orgueil et sa position sociale étaient désormais en jeu. « Ce n'est pas la fin, gamin. »« Deux, » murmura Antoine en fixant Jules intensément, la voix chargée d'un venin silencieux. Mais le garçon resta impassible. Il savait que les paroles d'Antoine n'étaient que des échos vides. Le vrai pouvoir ne résidait pas dans ses menaces, mais dans la force qu'il sentait jaillir de l'intérieur. Le courage qu'il avait mené jusque-là n'était pas un simple caprice.
C'était une force viscérale, alimentée par le combat de sa mère et le désir de changer son destin. Alors que la conversation entre les deux hommes atteignait son point culminant, tous les regards de la salle des ventes étaient rivés sur Jules et Antoine, comme témoins de l'affrontement de deux mondes, de deux réalités opposées. Sophie, la mère de Jules, se tenait désormais près de son fils, le regard fixe, mais les mains tremblant légèrement. Elle avait craint que son fils ne se perde dans les jeux de pouvoir des riches, mais à présent, elle éprouvait une immense fierté pour son courage. Elle savait que le garçon grandissait, non seulement en tant que son fils, mais aussi en tant qu'homme. La réaction d'Antoine fut immédiate. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler sur le marché de l'art. Jules, non, seulement il avait remporté l'enchère, mais il semblait désormais impliqué dans quelque chose de bien plus important. Il n'était plus seulement un garçon sans le sou, il était devenu un symbole de résistance, quelqu'un qui avait osé remettre en question l'ordre établi comme peu auraient eu le courage de le faire. Antoine, c'était un problème. Il ne s'agissait pas seulement du tableau, il s'agissait du contrôle qu'il avait perdu en étant défié par quelqu'un qui refusait de céder au pouvoir de l'argent. La réponse d'Antoine était impitoyable. Se servant de son réseau, il commença à semer le trouble autour de Jules. Il acheta des œuvres concurrentes, tenta de discréditer les investisseurs qui courtisaient Jules et répandit des rumeurs sur le jeune homme. Le message était clair. S'il voulait réussir dans le monde de l'art et la haute société, il devrait se soumettre au système d'Antoine. Jules, lui, pour sa part, ne se laissa pas intimider. Il savait que le chemin à parcourir serait ardu et dangereux, mais une force intérieure le rendait inébranlable. À chaque attaque d'Antoine, il devenait plus fort. Ses alliés commencèrent à apparaître, en grande partie grâce à Apoyo de Émilie, qui le voyait comme celui qui pouvait briser la domination d'Antoine sur le marché de l'art. Il savait qu'au fond, Antoine était vulnérable. Il comprit que sa position dominante était plus menacée qu'il ne l'avait imaginé. L'arrogance d'un homme riche qui pensait que l'argent pouvait tout acheter était désormais remise en question par un garçon dont la seule monnaie était le courage. Mais pour Jules, la véritable épreuve n'était plus liée à Antoine. Il s'agissait de savoir comment il allait gérer la suite. Chacun de ses gestes était désormais scruté à la loupe, et la pression de rester fidèle à ses convictions commençait à peser lourd. Il ne voulait pas se perdre dans la même quête effrénée de pouvoir qu'Antoine. Il ne voulait pas devenir cet homme qui se bat pour un avenir au détriment des autres. Mais il savait que les choix qu'il ferait maintenant détermineraient non seulement son propre destin, mais aussi celui de sa mère. À ce propos, Sophie Jules, qui commençait à prendre conscience de la gravité de la situation, se souciait davantage de sa santé que de ses ambitions. Elle savait que la lutte pour la survie de sa famille ne se résumait pas à de grandes transactions artistiques ou à des négociations avec les puissants. Sa santé se détériorait de jour en jour, et elle ignorait combien de temps elle pourrait encore dissimuler la pression qu'elle ressentait. Leurs destins étaient tous liés, et tandis Antoine, alors qu'il tentait d'écraser la résistance de Jules, le garçon et sa mère se retrouvaient de plus en plus confrontés à un choix impossible. Suivre la voie de la vérité et de la justice, ou céder au pouvoir et aux ressources qu'Antoine leur offrait, garantissant leur survie, mais au prix de leurs propres principes. Une guerre entre Jules et Antoine le problème était loin d'être résolue. Mais le jeune homme, qui jusque-là s'était considéré comme un simple pion dans ce grand jeu de pouvoir, commençait à saisir la complexité de ses choix, le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules et qui lui avaient paru insurmontables, se transformait désormais en une force intérieure renouvelée. Jules ne se battait pas seulement pour un tableau ou pour sa famille, il se battait pour quelque chose de bien plus grand, pour son identité, pour sa place dans un monde qui semblait destiné à le maintenir en marge. La pression d'Antoine, avec son réseau d'alliés et ses rumeurs, était devenue constante. Chaque jour, Jules se retrouvait attaqué de toutes parts, que ce soit sur le marché de l'art, où les collectionneurs qui l'avaient soutenu auparavant commençaient à hésiter,
ou dans les rues de Paris, où des rumeurs sur ses origines se répandaient. Mais il ne cédait pas. Chaque attaque, chaque insulte ne faisait que le rendre plus fort. C'était comme s'il avait enfin trouvé le chemin pour devenir celui qu'il avait toujours rêvé d'être. Un homme qui ne s'incline pas devant le pouvoir, mais qui le défie avec courage et détermination. Sophie, la mère de Jules, de son côté, traversait elle aussi une profonde transformation. Pendant des années, elle avait craint de laisser son fils suivre sa voie. Elle s'inquiétait pour lui, comme toute mère, mais elle constatait à présent sa grande maturité. Elle commençait à comprendre que le combat de son fils n'était pas seulement la conséquence de ses actes, mais aussi une réaction à tout ce qu'elle avait vécu. Sophie avait été une femme résiliente, mais toujours dans l'ombre d'un système qui ne l'avait jamais reconnue à sa juste valeur. Elle savait que pour Jules, la victoire ne se jouerait pas seulement sur le tableau, mais aussi sur sa propre dignité. Elle ne pouvait plus être le pilier qui l'empêchait de s'envoler. Dans les semaines qui suivirent, Jules fit quelque chose d'impensable pour ceux qui le considéraient comme un simple gamin des rues. Il utilisa le peu qui lui restait pour invoquer une série de investisseurs alternatifs, ceux qui étaient prêts à contester le pouvoir d'Antoine et à voir au-delà du profit immédiat. Il ne s'intéressait plus aux règles établies. Il créait son propre jeu, un jeu fondé sur la transparence, la justice et la capacité de reconstruire le marché de l'art de manière inclusive. C'est dans ce scénario que Émilielle se rapprocha encore davantage de Jules. Cette femme, qui comprenait mieux que quiconque les jeux de pouvoir, vit en lui ce qu'elle n'avait jamais connu, la pureté de ne pas se laisser corrompre par le système. Elle offrit son soutien à Jules, non par ambition, mais parce qu'elle voyait dans sa détermination l'unique espoir d'un véritable changement. L'idée d'un marché de l'art plus démocratique, non réservé au cercle d'influence d'hommes comme Antoine, commença à germer. Jules ne voulait pas seulement remporter l'enchère, il voulait changer la façon dont le pouvoir était réparti dans le monde de l'art. Dans le même temps, la santé de Sophie Sonnetta se détériora de plus en plus. Mais contrairement à ce qu'elle pensait, cette fragilité était, d'une certaine manière, une force pour Jules. Il commença à comprendre que son combat n'était pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui n'avaient jamais eu voix au chapitre, pour tous ceux que la société sous-estimait et marginalisait. Il savait qu'au final, il ne s'agissait pas seulement de battre Antoine, mais de quelque chose de bien plus important, quelque chose qui définirait son avenir et celui de sa mère. À chaque étape, Jules s'éloignait du garçon qui, des semaines auparavant, était entré dans la salle des ventes sans le sou, animé par le simple désir de survivre. Il devint peu à peu une figure plus influente, non pas grâce à son habileté dans les jeux financiers, mais grâce à sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, à demeurer humain dans un monde où l'humanité semblait être la première à être sacrifiée sur l'autel du pouvoir. C'était lors d'un événement où lui et Emily Hills présentèrent leur projet à d'autres investisseurs, et la véritable évolution de Jules devint manifeste. Il ne parlait plus comme un garçon apeuré, mais comme un homme déterminé. Il se souciait moins de ce qu'Antoine pourrait faire pour le détruire, car il savait que le véritable enjeu était plus profond, l'impact qu'il aurait sur la vie de ceux qui l'entouraient. Antoine, entre-temps, il commençait à réaliser qu'il perdait le contrôle de son propre récit. Il avait sous-estimé le pouvoir d'un homme qui n'avait pas peur de se battre pour un avenir meilleur. À chaque nouvelle initiative de Jules, à chaque rencontre avec des investisseurs, Antoine voyait ses entreprises et son influence s'effondrer. Ce qu'il prenait pour une simple lutte de pouvoir se transformait en un combat pour réinventer le système lui-même. Le temps pressait. Les semaines s'étaient éternisées, la pression montant crescendo. Jules cède Sophie, alors que le marché de l'art était bouleversé par des mouvements de résistance inattendus. La santé de Sophie se détériorait de jour en jour. Le dilemme devenait de plus en plus aigu. La peinture, l'art et le système contesté étaient de plus en plus une question de vie ou de mort. Le combat que menait Jules n'était plus seulement contre Antoine et ses alliés.
Le véritable combat résidait dans sa capacité à maintenir un équilibre entre son objectif, un système nouveau et plus juste, et le prix personnel de son parcours. Chaque avancée sur le marché, chaque petit succès contre Antoine, avait un coût. Il commençait à comprendre que la véritable victoire ne consisterait pas à gagner la guerre, mais à savoir quand s'arrêter, quand lever le pied de l'accélérateur. Antoine, celui qui avait si longtemps cru sa fortune et son pouvoir invincible, commençait à ressentir les fissures de son empire. Ses alliés se détournèrent de lui, certains poussés par la stratégie de Jules, d'autres constataient simplement que son influence déclinait. Mais le millionnaire avait encore un atout dans sa manche. Il savait que le tournant ne viendrait pas d'une action directe contre lui. Jules Hill devait bouleverser ce que le garçon avait construit à un niveau plus profond, à un niveau personnel. Lors d'une réunion secrète, Antoine recherché Émilie Hill lui proposa un marché. Il savait qu'elle était dévouée à la cause de Jules, mais il savait aussi que sa loyauté avait des limites. S'il pouvait semer le doute chez Émilie quant à la pureté de ses intentions, Jules, s'il parvenait à démontrer que le jeune homme ne faisait que se créer une façade de vertu pour dissimuler ses véritables intentions, il pourrait détruire le réseau de soutien qui entourait Jules. Antoine ne se battait plus pour une position ou le contrôle d'une industrie. Il se battait pour sa propre survie au sommet de la pyramide. À ce propos, Jules Hill se préparait à un événement crucial, une vente aux enchères qui s'annonçait comme son ultime coup d'éclat. Cette vente ne se résumait pas à une simple œuvre d'art, mais concernait l'avenir du marché et la vision d'un nouvel ordre dans le monde de l'art. Jules avait réuni ses alliés, des investisseurs que la campagne de diffamation d'Antoine n'avait pas intimidés. Il savait que c'était l'occasion rêvée de forger son destin. L'attente était presque palpable. Sophie, bien qu'affaiblie physiquement, elle était plus présente que jamais dans les pensées de Jules. Il savait qu'au fond de lui, son combat n'était pas seulement pour une cause plus grande, mais pour sa mère qui, dans sa fragilité, représentait tous ceux qui n'avaient jamais eu la chance de se battre. Sophie, assise à ses côtés, le regardait avec un air débordant de fierté. Elle savait que son fils était engagé sur une voie sans retour, mais ce n'était plus celle d'un garçon innocent, c'était celle d'un homme prêt à affronter le monde. Le jour de la vente aux enchères est arrivé. Jules Hill aborda l'événement avec une attitude sereine, mais intérieurement, il se sentait plus vulnérable que jamais. Il savait que le chemin parcouru jusqu'ici l'avait transformé, mais il savait aussi que cette vente aux enchères représenterait l'aboutissement de tout. Il ne cherchait plus seulement à gagner, il cherchait à prouver quelque chose de bien plus important. Il ne voulait pas seulement gagner. Antoine. Il voulait que chacun voie que le système de pouvoir qu'il représentait s'effondrait et qu'une nouvelle voie commençait à se dessiner. Mais il savait que son propre manquement à cette mission pourrait entraîner non seulement sa chute, mais aussi le retour de l'ancien système à sa place. L'événement allait commencer, et la tension était palpable sur tous les visages. Tous les regards étaient tournés vers Jules Antoine, mais au final, la véritable bataille allait se dérouler dans une arène bien plus intime. Ce qui allait se produire lors de cette vente aux enchères allait définir non seulement leur avenir à tous deux, mais aussi le cours d'un nouveau système qui prenait forme, l'art étant le champ de bataille. L'atmosphère de la vente aux enchères était chargée de tension, une énergie presque palpable qui faisait vibrer l'air. Jules Hill était au centre de tout cela, les yeux rivés sur le tableau qui représentait plus qu'une œuvre d'art. Il représentait la lutte pour un avenir différent, pour un lieu où lui et sa mère ne seraient pas définis par les limites imposées par la société. Antoine, en apparence, il était calme, mais son esprit était en proie à une vive agitation. Il savait que cette vente aux enchères n'était pas une simple transaction commerciale. C'était une bataille de principes, un duel où l'ancien ordre qu'il représentait pourrait enfin être renversé. À mesure que les enchères montaient, la salle sembla se scinder en deux groupes, ceux qui soutenaient Jules, animés par l'espoir d'un nouveau départ, et ceux qui sont restés avec Antoine beaucoup par pure peur des conséquences d'un éventuel renversement de son hégémonie.
Le point de vue des investisseurs alternatifs, désormais aux côtés de Jules l'atmosphère, était chargé d'anticipation. Ils n'étaient pas là seulement pour apprécier la valeur d'un tableau, mais pour assister à l'émergence d'un nouveau système, d'un nouvel ordre dans le monde de l'art. Ce qui semblait être une simple transaction artistique se transformait en une révolution silencieuse. La voix du commissaire-priseur résonna dans la salle. « Offre finale, s'il vous plaît. » Chaque mot semblait chargé de sens. Jules, désormais visiblement plus calme qu'au début de l'événement, fit sa dernière offre. « Je t'offre tout mon avenir. » Il parla sans hésiter. Un silence suivit, un silence profond et pesant, comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter ces mots. Jules, ce n'était pas qu'une stratégie, c'était sa vérité. Il était prêt à tout donner pour assurer un avenir où lui et sa mère pourraient enfin respirer librement. Mais Antoine, il n'était pas prêt à céder si facilement. Avec un sourire amer, il releva son offre à une somme qui semblait inaccessible au commun des mortels. « Je suis le seul à pouvoir te garantir ce dont tu as besoin, Jules, » dit-il d'une voix douce mais menaçante. Il jouait son dernier match, cherchant à prouver que, malgré tout, il gardait le contrôle. C'est alors que faire demi-tour s'est arrivé. Émilie, qui avait été un allié silencieux de Jules, se leva brusquement, interrompant la vente aux enchères. Elle s'approcha de Jules et, devant tout le monde, annonça « Je fais mon offre finale. L'œuvre appartiendra à Jules, non pas parce qu'il a plus d'argent, mais parce qu'il possède quelque chose que l'argent ne peut acheter, du courage et une vision d'un avenir meilleur. Elle en a payé le prix, non pas en ressources matérielles, mais avec la promesse d'un nouveau réseau d'investisseurs qui allait briser la structure d'Antoine. Le choc fut immédiat. Antoine, habitué à tout contrôler, il était paralysé, incapable de réagir. L'idée de perdre non seulement le tableau, mais aussi la maîtrise de son œuvre et de son propre récit, fit s'effondrer son assurance. Il savait que c'était fini pour lui. L'impact de cette défaite n'était pas seulement financier, il était aussi personnel. Il avait perdu face à quelqu'un qui, aux yeux de tous, incarnait non pas le pouvoir de l'argent, mais le pouvoir un véritable changement dont il ne pouvait se protéger. Jules, de son côté, était sous le choc, mais un sentiment de soulagement et de triomphe l'envahit. Il n'avait pas seulement remporté une enchère. Il avait triomphé d'une idée, d'une vision du monde qui limitait les possibilités des gens comme lui. L'art n'était plus réservé aux puissants. Il serait accessible, transformateur. Plus encore, il s'était prouvé que lorsqu'on reste fidèle à ses principes, lorsqu'on se bat pour ses convictions, le monde peut se rallier à sa vision. Émilielle lui sourit, un sourire qui en disait plus que les mots. Elle savait qu'elle lui avait donné Jules l'occasion de tout changer. Il l'avait mérité par son courage, sa force intérieure. Le tableau n'était plus seulement une œuvre d'art, c'était le symbole d'une nouvelle ère où le pouvoir de l'art ne serait plus utilisé pour renforcer les structures de privilèges, mais pour les démanteler. Et puis, au milieu des célébrations et des regards incrédules des personnes présentes, Jules regardait Sophie et sa mère étaient là, à ses côtés, les yeux débordants de fierté. Il n'avait pas fait tout cela uniquement pour faire ses preuves, mais pour préserver la dignité et l'avenir de la femme qui avait toujours cru en lui. À ce moment-là, le monde sembla enfin s'ouvrir à lui d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. La vente aux enchères était terminée, mais les répercussions de cet événement se sont fait sentir pendant des semaines. Jules et Sophie Adil entamaient désormais un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre radicalement différent de ce qu'ils avaient imaginé au début de leur voyage. La victoire de Jules VII, vente aux enchères, ne concernait pas seulement le tableau. Elle portait sur quelque chose de plus profond, quelque chose qui a changé la façon dont les gens perçoivent le marché de l'art, le pouvoir de l'argent et l'impact d'un courage inébranlable. Antoine l'avait perdu, non seulement le tableau, mais aussi le contrôle du monde de l'art. Sa position, bâtie au prix de tant d'efforts et de manipulations, s'effondrait. Les alliances qu'il avait tissées au fil des ans commençaient à se déliter.
Ce qu'il croyait être un solide réseau de pouvoir n'était en réalité qu'une prison fondée sur l'arrogance et la conviction que l'argent pouvait tout résoudre. Cette défaite était plus qu'un coup dur financier. C'était un coup porté à l'idée même que les puissants étaient invulnérables. Pour Jules, le monde s'ouvrait désormais à lui. Remporter l'enchère avec l'aide de Émilie, c'était non seulement la preuve de sa force personnelle, mais aussi la confirmation que la voie de l'intégrité, du courage et d'une véritable transformation pouvait être la plus puissante. Il était désormais au cœur d'un mouvement qui commençait à redéfinir les règles du jeu dans le monde de l'art, créant une plateforme où de nouveaux artistes, avec des histoires comme la sienne, pouvaient s'épanouir. Le tableau qu'il avait gagné était pour beaucoup un symbole de l'ancien système, mais pour Jules Hill représentait désormais un pont vers un avenir plus juste et plus accessible. Il et Émilie, ils œuvrèrent de concert à la création d'un nouveau réseau d'investisseurs qui valorisait l'authenticité et le véritable talent, et non plus seulement le nom de grands collectionneurs. L'art commençait à être perçu non plus comme une marchandise, mais comme une expression de l'âme, quelque chose à partager et à apprécier par tous, et non plus seulement par une élite financière. Sophie, elle, qui avait auparavant craint pour la sécurité de son fils, était désormais profondément fière de son parcours. Elle savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais elle savait aussi qu'en chemin, il avait mûri d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il n'était plus le petit garçon qui vendait des fleurs dans la rue. Jules, c'était désormais un symbole de résistance, de transformation et surtout de espoir. La santé de Sophie étant encore fragile, Jules, il savait qu'il restait beaucoup à faire. Mais le poids de la victoire ne résidait plus dans ce qu'il pouvait en retirer personnellement. Il se battait désormais pour quelque chose de plus grand que lui-même, pour un avenir où l'art, la culture et la justice sociale seraient intimement liés, où la valeur humaine primerait sur la richesse matérielle. Le jour de Jules, l'histoire ne s'arrête pas là. Remporter l'enchère n'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose de bien plus vaste. Le tableau, qui semblait auparavant être l'objectif ultime, n'est plus qu'une étape dans un parcours continu de transformation et d'évolution. Il savait que le véritable pouvoir résidait dans la capacité de changer le monde qui l'entourait, un pas après l'autre, et le premier pas avait déjà été franchi. Des mois plus tard, la transformation du marché de l'art était indéniable. Jules et Émilie Hill avaient créé un solide réseau d'artistes et d'investisseurs qui croyaient au changement. Sophie, bien qu'elle soit encore aux prises avec ses propres problèmes de santé, elle a suivi de près le parcours de son fils avec un sourire serein, sachant qu'il faisait une différence. Le tableau, désormais exposé dans une galerie ouverte au public, n'était pas qu'une simple œuvre d'art. Il représentait une révolution silencieuse, un rappel que parfois les plus grands mouvements commencent par un simple refus d'accepter le statu quo. L'art était libéré, et le combat de Jules était loin d'être terminé. Maintenant que vous avez suivi le parcours de Jules C., sa lutte contre le pouvoir de Antoine, alors, à votre avis, que va-t-il se passer ensuite? La transformation du marché de l'art sera-t-elle durable, ou le pouvoir trouvera-t-il un autre moyen de se consolider? Quel sera l'impact d'actions comme celle de Jules sur les autres systèmes dominés par l'élite? Partagez vos réflexions. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire et participez à la discussion sur la façon dont nous pouvons ensemble créer un monde plus juste et accessible à tous.